charismatic. Aujourd'hui, on explore une idée un peu à contre-courant. L'idée que avoir peu ou pas d'amis, ce n'est peut-être pas un signe de faiblesse. Mais plutôt un indicateur de profondeur et même de force intérieure. Exactement. Et pour ça, on va s'appuyer sur la sagesse des philosophes stoïciens, mais aussi sur les habitudes de grands esprits comme Einstein, pour essayer de déconstruire cette peur de la solitude. Bonjour à toutes et à tous. Nos salutations les plus chaleureuses à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Chez Charismatic, nous travaillons jour et nuit pour créer du contenu réellement utile pour vous. Plus de 50 personnes contribuent avec soin et précision à travers notre réseau de chaînes afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous appréciez ce contenu, merci de le partager avec d'autres. Ce petit geste aide l'émission à toucher plus de personnes et nous donne l'énergie de continuer encore plus fort et meilleur. On commence ? Allons-y. En préparant cette analyse, il y a une question qui m'a vraiment interpellé. C'est pourquoi certaines vies semblent-elles si silencieuses ? C'est vrai qu'on a ce réflexe. Oui, on se dit tout de suite que si le téléphone ne sonne pas, si les week-ends ne sont pas remplis, c'est qu'il y a un problème. Un échec social en quelque sorte. Et c'est précisément cette idée reçue que nos sources cherchent à déconstruire. C'est un paradoxe fascinant en fait. La société voit souvent la solitude comme un vide, une chose à réparer. Justement, parlons-en. Pour ceux qui les connaissent moins bien, qui étaient-ils, ces stoïciens ? Alors il faut s'imaginer la Rome antique, le chaos politique, les guerres. Dans ce contexte, les stoïciens étaient des philosophes qui cherchaient la sérénité. Mais pas en fuyant le monde. Non, en le maîtrisant de l'intérieur. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils venaient de tous les horizons. On va s'appuyer sur Marc Aurèle, qui était l'empereur le plus puissant du monde. Il y a aussi Épictète, un ancien esclave devenu maître de la pensée. Et Sénèque, un homme d'État très riche, conseiller de l'empereur Néron. Des destins radicalement différents, mais qui convergent tous vers cette même sagesse sur la solitude. Et l'objectif, c'est de décortiquer 4 points clés pour comprendre pourquoi un chemin plus solitaire peut être un signe de puissance. Commençons par le premier, une métaphore assez forte. La profondeur ne peut naître dans des eaux peu profondes. Ça sonne bien, c'est vrai. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on doit rejeter toute conversation légère, devenir antisocial ? Non, pas forcément rejeter, mais plutôt reconnaître ses limites. Ce que les stoïciens comme Marc Aurèle suggèrent, c'est que si notre esprit est constamment nourri de choses superficielles, eh bien, il ne peut pas développer sa force. C'est comme un régime alimentaire pour l'âme, en quelque sorte. C'est une excellente image. On peut manger une friandise de temps en temps, mais pas se nourrir que de ça. Quand Marc Aurèle écrit « L'âme prend la couleur de ses pensées », il se parle à lui-même. C'est un rappel. Si je veux de la sagesse, je dois nourrir mon esprit avec des pensées de cette couleur-là. Ça explique ce sentiment de décalage qu'on peut avoir parfois. On essaie d'avoir une conversation un peu plus authentique et on tombe sur des gens qui veulent juste s'amuser, passer le temps. Oui, et on a l'impression que nos pensées sont trop lourdes. Ça peut être très isolant. C'est ça. Et c'est là que la perspective stoïcienne devient un outil. Plutôt que de se dire « personne ne me comprend », ce qui est un défaut personnel, On le voit comme une simple information. Voilà. L'information, c'est vous opérez sur une fréquence différente. Ce n'est ni mieux ni moins bien. C'est juste différent. Du coup, la question n'est plus comment je m'intègre, mais où sont ceux qui écoutent la même fréquence. C'est un choix actif. Ce n'est plus une condamnation, mais une affirmation de soi. Ça me fait penser à une autre idée forte des sources. Voir la solitude, non pas comme un vide, mais comme une salle de sport pour l'esprit. c'est une analogie parfaite. Pourquoi tant de gens ont-ils si peur d'être seuls ? Peur du silence ? Parce que dans le silence, il n'y a plus d'échappatoire. On est face à soi-même. Face à ses pensées, ses angoisses, le bruit constant, la foule, tout ça devient une fuite de soi-même. Sénèque parlait de la foule qui court vers le vide, et ça n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Avec le scroll infini sur les réseaux sociaux, par exemple. Exactement. On est connecté à tout, mais relié à rien. Donc la vraie force, ce serait la capacité à s'asseoir, seul, dans une pièce. Sans distraction et de ne pas s'effondrer, de se sentir complet. Épictète disait à ses élèves « Si vous voulez progresser, acceptez que les autres vous trouvent stupide ou ignorant ». Comment ça s'applique, ça ? Ça veut dire que le chemin de la croissance personnelle semble souvent bizarre pour les autres. Préférer lire un livre un samedi soir plutôt que d'aller à une fête ? Ça peut paraître antisocial. Oui, mais chaque fois qu'on fait ce choix, on entraîne un muscle, celui de l'auto-validation.
On apprend à trouver la paix en soi, sans dépendre de l'approbation extérieure. C'est un contraste saisissant, en fait. D'un côté, la personne qui a besoin du bruit des autres pour exister. Et de l'autre, celle qui peut se tenir dans le silence et se sentir entière. Laquelle est vraiment libre? La question répondait elle-même. La solitude n'est donc pas une punition. C'est un entraînement volontaire, le lieu où l'on construit son autonomie. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a été utile, envoyez-le maintenant à une seule personne. Un seul partage motive vraiment notre équipe. Ce qui nous amène logiquement au troisième point, la qualité avant la quantité. Les sources nous invitent à imaginer deux scènes. D'abord, une grande table, 20 personnes. Ça rit fort, c'est bruyant. Je vois la scène. Mais si on écoute, les conversations sont légères, les blagues vite oubliées. Une sociabilité de surface. Et puis, une autre table, 2 personnes seulement. Le rythme est plus lent, oui. Les silences ne sont pas gênants. Chaque mot a du poids. La question est simple. À quelle table on préférerait s'asseoir? Intuitivement, la plupart des gens choisiraient la deuxième. Et pourtant, notre culture célèbre constamment la première. Le nombre d'amis, de followers. C'est devenu une mesure de succès. On est poussé à accumuler des liens, même s'ils sont creux. C'est là que la sagesse de Sénèque est un antidote puissant. Lui qui était au cœur du pouvoir à Rome, il a vu de près la vacuité de tout ça. Son expérience doit donner un poids particulier à ses mots. Absolument. Quand il écrit « Fréquente ceux qui te rendront meilleur, accueille ceux que tu peux rendre meilleur », il propose un filtre radical. Le critère n'est plus le plaisir ou le nombre, mais la croissance mutuelle. C'est ça, la valeur d'une relation, c'est la façon dont elle nourrit l'âme. De ce point de vue, un seul ami loyal vaut infiniment plus que 100 connaissances. Ça change complètement la perception d'une liste de contacts courte. Ce n'est plus un manque, Mais le résultat d'un processus de curation, de sélection, c'est comme un conservateur de musée qui ne choisit que quelques œuvres. un jardin bien entretenu plutôt qu'une jungle. J'aime beaucoup cette image du jardin. C'est un acte de respect envers soi-même. C'est affirmer que son temps, son énergie sont précieux. On choisit de les investir dans des liens qui ont des racines. C'est une autre marque de force. Et ça demande de la patience. Ce qui nous amène au dernier point. Les bonnes personnes apparaissent à la bonne saison. L'analogie avec la nature est très simple. Les fleurs ne s'ouvrent pas en hiver, c'est évident. Pourtant, en matière de relations, on est terriblement impatient. On voudrait forcer les choses, trouver l'amitié profonde instantanément. C'est une lutte contre la nature des choses, et donc une source de frustration, comme le diraient les stoïciens. Leur principe de base, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Et on ne peut pas forcer les autres à nous comprendre. Ni à nous apprécier, ni à rester. On ne contrôle que nos propres actions, nos propres valeurs. Alors, on fait quoi? On attend passivement? Non, pas du tout. C'est là qu'intervient le concept du phare. L'attente n'est pas passive, elle est active. L'action, c'est de travailler sur soi, cultiver ses passions, renforcer ses valeurs, devenir la personne qu'on respecte soi-même. En faisant ça, on devient un phare. La lumière qu'on émet n'est pas un appel au secours, c'est un signal calme, constant, qui dit « Voici qui je suis, voici où je me tiens ». Et cette lumière finit par attirer les navires qui cherchent le même port. C'est une idée très forte sur l'authenticité. Ça veut dire que si on passe son temps à diminuer sa propre lumière pour s'intégrer, Alors les personnes qui pourraient vraiment nous apprécier ne nous verront jamais. elles passeront à côté. Précisément. Rester ferme sur ses valeurs, même si ça implique de traverser une période de solitude, c'est ce qui permet aux bons yeux de nous trouver. La solitude devient alors une période de construction, pas d'attente vide. Donc si on résume, avoir peu d'amis, loin d'être un signe de faiblesse, serait tout le contraire. Le symptôme de standards élevés, Le résultat d'un refus de gaspiller son énergie est la preuve qu'on connaît sa propre valeur. La solitude créatrice d'Einstein ou la quête de paix de Marc Aurèle ne sont pas des anomalies, mais des exemples de cette démarche. C'est une conclusion juste. Sénèque nous avertissait, la foule a souvent tort. Suivre la majorité n'est pas une garantie de suivre le bon chemin. La solitude n'est pas un vide à combler, mais une forge à investir. C'est là qu'on crée sa résilience, sa clarté. Et ça change tout pour les relations futures. Les bonnes personnes ne viendront pas pour nous sauver de la solitude, elles viendront accompagner une personne déjà complète. Elles reconnaîtront la profondeur parce qu'elles la possèdent aussi. Pour finir, il y a une phrase dans les notes qui fait vraiment réfléchir. Elle dit qu'il vaut mieux être seul avec sa vérité que dans une foule bâtie sur un mensonge.
C'est une pensée puissante. La question qu'on peut se poser est donc la suivante. Quelle est cette vérité personnelle que la solitude nous permet de cultiver? Et comment peut-on l'honorer activement, au quotidien, plutôt que de simplement attendre que les choses changent? Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime, laissez un court commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque partage aide davantage de personnes à nous trouver. Et n'oubliez pas de rester abonné à Charismatique, le meilleur reste à venir. On se retrouve dans le prochain épisode. Restez charismatique. Charismatic.